Je ne crains pas d'écrire. Il m'arrive seulement de redouter ce que j'écris et ce que je perçois. Personne ne devinera jamais combien la vie me fait peur, combien je lui échappe aussi. Quand j'écris, je me sens fortifié, et comme très éloigné de ma propre inquiétude. Non, je refuse que l'on associe mes pensées à quelque angoisse existentielle. Ce n'est pas cela exactement. Je veux bien laisser ce grand mot aux autres, s'ils le comprennent. La vie, je le sais, est plus forte que tout, et je me fais à son image. Dure et secrète est mon âme. Mais toute force est limitée par elle-même et la vie, dans ce combat singulier, est toujours victorieuse, et elle avance au-devant de moi. Non, je ne crains pas d'écrire car là est toute ma vie, car là est mon bonheur et ma douleur parfois. Mais lorsqu'il m'arrive de frôler ces visages de l'existence que peu de gens connaissent ou réalisent, je me rends compte que ce n'est pas moi qui suis forte, ce sont mes mots. C'est tout ce que j'ai pour vivre intensément, c'est-à-dire plus vrai, plus fort que ce que le destin me réserve. Je suis déjà réservé aux voyages les plus fous, car je suis né pour me surpasser moi-même, car je suis né dans l'espoir de ne jamais mourir les mains vides. Ne voyez surtout rien de prétentieux dans l'expression mes mots. Je n'ai bien sûr rien inventé du tout, rien ajouté à ce que notre langue a de magie et de beauté. Je ne fais que de le surenchère, c'est tout. Je n'ai pas non plus la prétention d'innover en quelque domaine que ce soit. Ce n'est pas à moi qu'il incombe d'en juger. D'autant plus que je déteste la critique, une certaine critique, dont pourtant personne ne saurait se passer. Nous mettrons donc tout cela sur le compte de mon orgueil personnel, et sur le fait que je ne me suis jamais encore occupé de la postérité. Peut-être un jour reviendrai-je sur ces paroles, mais pour l'instant, seul un but m'intéresse et les moyens pour y parvenir. Il n'est pas vrai que je sais encore où je vais aboutir, mais c'est déjà énorme que d'avoir conscience d'un achèvement, et d'y travailler pour surtout ne pas le bâcler. Je n'aime pas le travail mal fait, mais j'ai encore plus en horreur le travail inachevé. Oh, je sais que je vais me rendre odieuse par ces propos, mais qui puis-je, puisque c'est ainsi que je me ressemble. Cependant, je reconnais n'avoir jamais travaillé en écrivant. Le jour où ma poésie deviendra un travail en elle-même, elle ne sera plus, et le mur se refermera sur moi. De moi, si vous en êtes arrivé à ce point-là du livre noir, vous savez à ce jour presque tout. Deux solutions vous sont offertes. Soit vous me croyez folle et géniale, ce qui s'accorde à merveille en vérité, soit vous vous accordez à juger une relecture favorable à la compréhension approfondie des méandres de mon esprit, etc., etc., etc. Dans les deux cas, je ne m'en tire pas trop mal. Et vous, pas bien du tout. Entendons-nous bien. À vrai dire, je suis la cause directe d'une bonne dizaine d'insomnies en tout genre, d'un nombre indéterminé à ce jour de migraines et d'une profusion indigeste de crises de larmes et d'émotions diverses. Non contente de cet exploit, j'ai même poussé le vice jusqu'à provoquer de graves remises en question chez mes lecteurs dont je ne désire pas révéler l'analyse. Tout cela très innocemment, je le jure, c'est une véritable hécatombe. Voilà, vous savez maintenant cela en plus, et je referme le portrait abrégé de mes talents divers et variés. Mais revenons-en à ce livre, quelques précisions s'imposent. Ma dédicace, confère première page, ne doit pas vous surprendre. Le plus grisant pour celui qui l'écrit, c'est ce qu'il n'a pas dit, et ce qu'il a tout fait pour laisser deviner. Le non-dit n'est absolument pas un oubli ou une esquive. C'est un avant-goût de l'idéal et de la perfection. Une terre sacrée entre vous et moi. Le non-dit, c'est comme la pudeur totale. Je reconnais que très peu de mots pudiques, de mots sublimes, qui ont des sentiments et des approches graciles, et pourtant, tant de mots se cachent d'eux-mêmes. La couleur du non-dit, c'est le noir, la seule couleur infinie. Donc ce n'est pas seulement une couleur, donc c'est déjà plus qu'une couleur, la seule que je porte en moi pour toujours, car elle me ressemble. Je n'assimile pas le noir au deuil, ou le noir à la tristesse, parce que le deuil et la tristesse ne se portent qu'au-dedans de soi, et ne sont pas suggérés par cela. Le noir c'est vivant, profond et dense. Ce sont des yeux fermés sur un trésor inavouable. Ce sont des mains qui tâtonnent et qui ont parfois du mal à reconnaître ce qu'elles touchent. C'est aussi le jeu éternel des contrastes. Il met en valeur ou anéantit à jamais ce qui l'entoure. Le noir a résolument un don de lucidité extrême, car il possède mes yeux et la nuit pleine pour battre et s'amplifier avec des mesures, car il possède à présent ce livre, et tout ce que ma vie a fait de moi pour qu'il prenne corps et âme. Quant à ceux que je porte en moi, ce sont les gens que j'aime, à qui je dois mon ivresse et ma chance, à qui je dois d'être ce que je suis. Je leur dois mon équilibre et une part de ma raison de vivre. Enlevez-moi l'amour que je leur porte, et ôtez de moi le besoin d'écrire, et je ne serai plus rien de très enviable en tout cas. Il me resterait peut-être ma soif d'apprendre et de découvrir, mais cela n'aurait alors plus aucun sens. Pour ceux que j'aime, de qui je reçois ma force, je donnerai tout, et le reste. Car outre l'exigence qui m'habite et qui me condamne à la désillusion, je suis faite d'excessivité et d'abondance. Je ne sais pas exactement si ceux qui me lisent et me liront comprennent mes poèmes comme je ne comprends, mais
Là n'est pas la question. Je souhaite juste qu'ils y apprennent à deviner et qu'ils aient par la suite envie de s'échapper aussi, pour l'unique et simple plaisir d'appartenir à son esprit. La réalité que j'évoque n'est pas déformée, elle est juste contournée, parce que je ne sais pas faire autrement, et aussi parce que j'aime aiguiser les formes. J'ai un besoin vital de poésie, et la réalité m'épuise à s'en démunir sottement. Quand je dis réalité, je parle du concret de la vie, et je ne sais pas pourquoi d'une certaine forme de laideur, parfois tout de même de création et de beauté. Je sais que l'on jugera très abstraite, très vague, peut-être même très manichéenne dans la confrontation qu'il existe chez moi entre la réalité et les fruits de l'imagination. C'est un sujet que je ne développerai pas pour cette raison. Et aussi parce que c'est une idée enfantine qui n'est pas venue à maturité. Moi-même, j'ai du mal à me l'expliquer. J'ai adoré Céline car il est cru, car la laideur humaine est confrontée à elle-même et rendue supérieure, supérieurement belle. J'ai adoré Céline car je n'ai pas pu le détester comme je l'aurais voulu. Quelque chose m'a marqué. C'est cette obsession de la mort, cette marche, cet apprentissage et ce désespoir éternel car où que l'on échappe, une évidence seule subsiste, c'est que l'on va mourir et se faire manger par les vers, rongé par la vermine sous terre. La mort est là, c'est l'unique amour parfait. Cela je l'ai trouvé dans Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Je veux parler du coup des vers. C'est étonnant tout de même que tout passe par la mort toujours et que tout y appelle son visage. Moi-même, j'écris beaucoup sur la mort, car elle n'arrête pas de m'appeler, et que j'ai bien plus peur de la vie. Mourir à moitié, cela me paraît difficile, bien qu'en matière d'innovation, on ne sait jamais avec moi. Mais vivre à moitié, c'est une bien solide tentation. Vivre bien est fort. Cela demande de se livrer corps et âme. Cela exige du courage et de la ténacité. 2 petites remarques encore avant de sombrer dans l'épuisement. La première, c'est au sujet de la ponctuation. Je m'excuse 1000 fois pour un tel laxisme. Décidément, rien ne vous simplifiera la tâche. Enfin bon, j'ai préféré l'abandonner entièrement dans mes poèmes car pour être honnête, je n'y arrivais pas moi-même. Je dois noter que, à ma grande défaveur, à ma grande honte aussi, je n'y ai jamais porté mon intérêt. D'autre part, mes poèmes, qui possèdent de tout sauf des vers, je ne parle pas des mêmes que tout à l'heure, sont assez dangereux à lire à voix haute. Or, il n'y a que ce qui a été très bien conçu qui se récite avec art. J'ose humblement espérer qu'on saura lire mes pages avec autant d'art, si ce n'est plus, dans l'espoir de rattraper ce qu'il manque d'ordre et d'agencement en elles. Mais encore une fois, il ne s'agit pas ici d'une justification. C'est une chose dont la poésie n'a que faire, puisqu'elle est déjà tout pour elle-même. La seconde remarque, c'est à propos du retour fréquent et même parfois obsessionnel de plusieurs éléments, tels que les mains, les yeux, l'eau et les oiseaux. Je pourrais m'expliquer là-dessus, mais en tout cas, pas cette nuit, car j'ai trop mal au poignet à force d'écrire. Quelques indices. J'aime chez les hommes leurs mains et leurs yeux. C'est aussi l'absolu des sens, ce qu'ils dévoilent, mais surtout, tout ce qu'ils rendent inaccessible ou trop lointain. Et puis dans les mains d'hommes, j'aime trouver une fragilité d'enfant. J'adore l'eau pour m'y noyer, mais juste ce qu'il faut entre la terre et le ciel. La mer, c'est aussi l'infini et le voyage, l'espace immatériel. L'eau s'adapte à toutes les formes de mon esprit. Quant aux oiseaux, c'est l'ivresse et l'aptitude de mon imagination. Et puis un oiseau, c'est aussi la colombe de la paix, ou Jonathan Livingston le goéland. C'est l'apprentissage de la servitude, l'image d'un oiseau en cage. J'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il n'est pas dans mes intentions d'approfondir ce qui trouve sa force ailleurs. J'oubliais que ce soir, j'avais le dessein d'écrire cette phrase pour moi seul, et pour une peur qui refroidit mes rêves. Mon Dieu, faites que je ne perde jamais mes cheveux.